La paix intérieure est le commencement de toute sagesse. As-tu déjà eu l'impression d'être prisonnier de tes propres pensées, comme si tu ne pouvais pas arrêter de ressasser? L'esprit peut être notre meilleur outil, mais aussi notre plus grand problème. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 enseignements bouddhistes qui t'apprendront à maîtriser ton esprit et à en faire une source de paix et de clarté. Avant de commencer, donne un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos nouveaux contenus. Enseignement 1. L'esprit comme source de souffrance. L'esprit est comme une rivière qui ne cesse de couler. Pensées, émotions et désirs apparaissent et disparaissent sans arrêt, comme des vagues sur l'eau. Parfois, ces pensées sont agréables, mais d'autres fois elles apportent des préoccupations, des peurs ou de la tristesse. Si nous n'y prêtons pas attention, l'esprit peut devenir une source de souffrance, créant des attentes qui ne se réalisent pas toujours. C'est pourquoi il est important d'observer comment fonctionne notre esprit, sans le juger, mais sans se laisser emporter par lui. Savais-tu que, selon le bouddhisme, l'esprit est comme un singe bondissant, toujours en mouvement, sautant d'une pensée à une autre sans répit? Ce singe peut nous entraîner dans des lieux imaginaires, nous faisant croire à des choses qui ne sont pas réelles. Par exemple, nous imaginons parfois qu'un malheur va arriver, et même si ce n'est pas vrai, nous souffrons déjà à cause de cette pensée. La clé est d'apprendre à apprivoiser ce singe en lui offrant calme et sérénité. Une des leçons fondamentales du bouddhisme est que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont nous réagissons à ce qui se passe. Si quelqu'un nous insulte, par exemple, ce n'est pas l'insulte en soi qui nous fait souffrir, mais la façon dont nous l'interprétons. L'esprit peut amplifier les choses, nous faisant nous sentir pire que nous ne le sommes réellement. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à être maître de nos émotions, et non l'inverse. Imagine que tu regardes un film au cinéma. Si tu t'identifies trop au personnage, tu peux ressentir de la peur, de la tristesse ou même de la joie. Mais si tu te rappelles que ce n'est qu'un film, ces émotions ne t'affectent pas autant. Il en va de même avec l'esprit. Si nous comprenons que les pensées ne sont que des projections, nous pouvons les observer sans nous laisser emporter. Cela ne signifie pas ignorer ce que nous ressentons, mais le voir avec clarté et compréhension. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est comme un ciel dégagé. Les nuages, qui représentent les pensées et les émotions, peuvent masquer le ciel, mais ils ne le détruisent jamais. Peu importe à quel point les nuages sont sombres, le ciel reste toujours là, clair et serein. Cela nous rappelle que, au fond, notre véritable nature est calme et paisible, même si cela ne semble pas toujours être le cas. Comment commencer à maîtriser l'esprit? Une technique très utile est la méditation. Pas besoin d'être un expert, il suffit de s'asseoir quelques minutes par jour, de fermer les yeux et d'observer sa respiration. Quand des pensées surgissent, il ne faut pas lutter contre elles, mais les laisser passer, comme des feuilles flottant sur une rivière. Avec le temps, cette pratique nous aide à être plus conscients de la manière dont fonctionne notre esprit et à ne pas nous laisser emporter par lui. Un autre outil important est la compassion, envers nous-mêmes comme envers les autres. Parfois, l'esprit nous critique ou nous fait sentir que nous ne sommes pas à la hauteur. Dans ces moments, il est utile de se rappeler que tout le monde fait des erreurs, que c'est une part de l'humanité. Se traiter avec bienveillance aide à calmer l'esprit et à voir les choses plus clairement. As-tu remarqué que lorsque tu es très occupé, ton esprit semble plus calme? Cela arrive parce qu'en te concentrant sur une tâche, tu cesses de prêter attention aux pensées qui t'inquiètent. Cependant, ce n'est pas une solution à long terme, car les pensées reviennent dès que tu t'arrêtes. La véritable paix intérieure ne dépend pas d'être toujours occupé, mais d'apprendre à rester calme, même au milieu du chaos. Une métaphore qui peut t'aider à comprendre cela est celle d'un verre d'eau trouble. Si tu le secoues, l'eau devient plus sale, et on ne peut pas voir à travers. Mais si tu le laisses reposer, la boue se dépose au fond, et l'eau devient claire. De la même manière, si nous laissons notre esprit se calmer, nous pouvons voir les choses plus clairement et prendre de meilleures décisions. Enfin, souviens-toi que maîtriser l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin qui demande patience et pratique, comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Chaque petit pas te rapproche de la paix intérieure. Et le plus important, c'est que même si tu te sens perdu parfois, tu peux toujours recommencer.
L'esprit est puissant, mais tu l'es encore plus. Enseignement 2. Entraîner l'esprit par la méditation. La méditation est comme un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes, sans masque ni déguisement. Quand nous nous asseyons pour méditer, la première chose que nous remarquons, c'est que l'esprit ne s'arrête jamais de parler. Souvenirs, projets, préoccupations. C'est normal, car l'esprit est habitué à être toujours actif. Mais la méditation nous apprend à observer ses pensées sans rester piégés par elles, comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Savais-tu que la méditation n'est pas réservée aux moines ou aux personnes vivant dans des monastères? Tout le monde peut la pratiquer, quel que soit son âge ou son style de vie. En fait, dans de nombreux pays, la méditation est devenue un outil courant pour réduire le stress et améliorer la concentration. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas des heures de pratique. Quelques minutes par jour suffisent pour commencer à remarquer des changements dans ton esprit et ta façon de voir la vie. Une des choses les plus surprenantes à propos de la méditation, c'est qu'il ne s'agit pas de vider l'esprit, comme beaucoup le pensent. En réalité, il s'agit d'apprendre à observer ce qui se passe en lui, sans juger ni rejeter quoi que ce soit. Par exemple, si tu médites et qu'une pensée de colère surgit, au lieu de lutter contre elle, tu la reconnais et la laisses partir. Cela t'aide à ne pas t'identifier autant à tes émotions, ce qui réduit la souffrance. La respiration est l'un des outils les plus puissants en méditation. En te concentrant sur l'air qui entre et sort de ton corps, tu ancreras ton attention dans le présent. C'est important, car la plupart du temps, la souffrance vient de trop penser au passé ou à l'avenir. La respiration te rappelle que le seul moment qui existe vraiment est celui-ci, ici et maintenant. Selon des études scientifiques, la méditation peut physiquement changer le cerveau. Les personnes qui méditent régulièrement ont plus de connexions dans les zones liées à l'attention, l'empathie et le calme. Cela ne veut pas dire que la méditation est une pilule magique, mais cela montre qu'avec la pratique, nous pouvons entraîner notre esprit à être plus heureux et équilibré. Comment commencer à méditer? D'abord, trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou par terre, le dos droit mais détendu. Ferme les yeux et porte ton attention sur ta respiration. Si tu te distrais, ne t'inquiète pas, c'est normal. Reviens simplement à ta respiration, encore et encore. Avec le temps, il te sera plus facile de rester concentré. Une autre technique utile est la méditation avec des mantras, des mots ou des phrases répétées pour aider à focaliser l'esprit. Par exemple, tu peux répéter mentalement « paix » ou « calme » tout en respirant. Cela t'aide non seulement à rester concentré, mais a aussi un effet apaisant sur l'esprit, comme si les mots étaient une encre qui te maintient dans le présent. La méditation nous apprend aussi à être plus compatissants envers nous-mêmes. Parfois, en méditant, nous réalisons que nous sommes très critiques ou exigeants envers nous-mêmes. Dans ces moments, il est important de se rappeler que la méditation n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas de bien ou mal faire. Chaque fois que tu t'assieds pour méditer, tu fais un pas vers l'autoconnaissance et la paix intérieure. Que faire si tu n'as pas le temps de méditer? La bonne nouvelle, c'est que tu peux pratiquer la pleine conscience à tout moment de la journée. Par exemple, quand tu te brosses les dents, concentre-toi sur le goût du dentifrice, le bruit de la brosse et la sensation de l'eau. C'est une forme de méditation en action qui t'aide à être plus présent dans ta vie quotidienne. Enfin, souviens-toi que la méditation est un voyage, pas une destination. Certains jours, tu te sentiras plus calme et centré, d'autres jours, ton esprit sera plus agité. C'est tout à fait normal. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à pratiquer, car chaque moment de pleine conscience est une graine que tu plantes pour ton bien-être futur. Avec le temps, tu verras que la méditation transforme non seulement ton esprit, mais aussi ton cœur et ta façon de te relier au monde. Enseignement 3. Le pouvoir du présent. Le présent est le seul moment qui existe vraiment. Le passé est parti et l'avenir n'est pas encore arrivé. Pourtant, nous vivons souvent comme si nous étions coincés entre les deux, ressassant des choses que nous ne pouvons plus changer ou nous inquiétant pour ce qui pourrait arriver demain. Le bouddhisme nous rappelle que le véritable bonheur ne se trouve ni dans ce qui fut, ni dans ce qui sera, mais dans ce qui se passe ici et maintenant. As-tu remarqué que lorsque tu es totalement concentré sur quelque chose, le temps semble s'arrêter? Par exemple, quand tu joues avec un enfant, que tu peins un tableau
ou que tu écoutes ta chanson préférée, tu ne penses ni au passé ni à l'avenir, tu profites simplement de l'instant. C'est cela, vivre dans le présent, et c'est là que nous trouvons la paix et la joie les plus authentiques. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile de vivre dans le présent, c'est que l'esprit est constamment distrait. Parfois, nous passons des heures à penser à des choses qui n'ont plus d'importance ou à imaginer des scénarios qui n'arriveront jamais. Cela nous fait perdre ce qui se passe juste sous nos yeux. Le bouddhisme nous apprend à ramener l'esprit au présent, encore et encore, comme un chiot agité qu'il faut guider avec patience. Dans le bouddhisme, l'esprit et les émotions sont profondément liés. Quand nous vivons dans le présent, nous calmons non seulement l'esprit, mais nous ouvrons aussi notre cœur à l'expérience de la vie telle qu'elle est, sans filtre ni résistance. Comment pratiquer le fait de vivre dans le présent? Une manière simple est de prêter attention aux petites choses que nous faisons chaque jour. Par exemple, quand tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu marches, ressens le contact de tes pieds avec le sol. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment ce qu'il te dit. Ces actions simples peuvent transformer ta journée, car elles t'aident à te connecter à l'ici et maintenant. Une autre technique utile est la méditation de pleine conscience. Cette pratique consiste à s'asseoir en silence et à observer ce qui se passe dans le moment présent. La respiration, les sons, les sensations du corps. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, mais d'accepter ce qui est avec bienveillance et curiosité. Avec le temps, cette pratique t'aide à être plus présent dans tous les aspects de ta vie. Le présent est aussi un cadeau, car il nous permet de voir les choses avec clarté. Quand nous sommes coincés dans le passé ou l'avenir, notre vision se brouille, comme si nous portions des lunettes embuées. Mais quand nous vivons dans le présent, ces lunettes s'éclaircissent et nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont, sans distorsion. Cela nous aide à prendre de meilleures décisions et à nous relier aux autres de manière plus authentique. Savais-tu que, selon le bouddhisme, la souffrance vient souvent de notre résistance au présent? Par exemple, si nous sommes dans un endroit bruyant et que nous voulons du silence, nous nous frustrons. Mais si nous acceptons le bruit comme faisant partie du moment, la frustration disparaît. Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter passivement, mais que nous pouvons choisir comment répondre à ce qui se passe, au lieu de réagir automatiquement. Une métaphore qui peut t'aider à comprendre cela est celle d'un fleuve. Si tu nages à contre-courant, tu te fatigues et tu progresses peu. Mais si tu te laisses porter par le courant, tu avances avec moins d'efforts. Enfin, souviens-toi que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir. Le passé nous donne des leçons et l'avenir nous donne une direction. Mais le présent est l'endroit où nous vivons vraiment, où la magie de la vie se produit. Chaque fois que tu te rends compte que tu es perdu dans tes pensées, reviens simplement au présent. C'est comme rentrer chez soi, dans un lieu de calme et de clarté qui t'a toujours attendu. Enseignement 4. Le détachement génère la liberté. Le détachement est l'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup pensent que se détacher signifie cesser d'aimer les gens ou de profiter des choses matérielles. En réalité, le détachement ne consiste pas à rejeter la vie, mais à apprendre à la vivre sans s'y accrocher trop fort. C'est comme tenir une fleur. Si tu la serres trop fort, elle se fane. Si tu la tiens doucement, tu peux apprécier sa beauté sans la détruire. Savais-tu que, selon le bouddhisme, tout dans la vie est impermanent? Les choses, les personnes, les situations, tout change constamment. Parfois, ce changement est lent, comme les saisons, et parfois rapide, comme le passage d'un nuage dans le ciel. Quand nous nous accrochons à quelque chose qui change, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Peu importe à quel point on essaie, elle nous échappe. Le détachement nous apprend à lâcher prise, à couler avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Une des raisons pour lesquelles nous souffrons, c'est que nous créons des attentes. Nous attendons que les choses se passent d'une certaine manière, que les gens agissent comme nous le voulons, que la vie suive un plan parfait. Mais la vie ne suit pas toujours nos plans, et quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous nous sentons frustrés ou tristes. Le détachement nous aide à abandonner ces attentes, à accepter que les choses sont ce qu'elles sont, et non ce que nous voudrions qu'elles soient. Une anecdote intéressante est que, dans le bouddhisme, on dit que l'attachement est comme une chaîne qui nous lie. Peu importe si la chaîne est en or ou en fer, c'est toujours une chaîne.
Le détachement, en revanche, c'est comme ouvrir les mains et laisser la chaîne tomber. Cela ne signifie pas que rien ne nous importe, mais que nous apprenons à aimer et à profiter sans attache, sans peur de perdre. Comment pratiquer le détachement dans la vie quotidienne? Une façon est d'observer nos réactions quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Par exemple, si tu rates ton bus, au lieu de t'énerver, respire profondément et accepte que c'est ainsi. Cela ne signifie pas que ça ne t'importe pas, mais que tu choisis de ne pas souffrir pour quelque chose que tu ne peux pas changer. Avec le temps, cette pratique t'aide à vivre avec plus de légèreté et moins de stress. Une autre technique utile est de pratiquer la gratitude. Quand nous remercions pour ce que nous avons, au lieu de nous inquiéter pour ce qui nous manque, nous réalisons que nous sommes déjà riches de bien des manières. La gratitude nous aide à profiter du présent sans nous accrocher à l'avenir. Par exemple, au lieu de penser « je veux plus », nous pouvons penser « j'ai assez ». Ce changement de perspective nous apporte paix et satisfaction. Le détachement nous apprend aussi à aimer de manière plus libre. Parfois, nous pensons qu'aimer signifie posséder ou contrôler. Mais le véritable amour n'est pas ainsi. Aimer avec détachement, c'est aimer quelqu'un sans condition, sans attendre qu'il change ou qu'il nous donne quelque chose en retour. C'est comme l'amour d'une mère pour son enfant. Elle l'aime tel qu'il est, quoi qu'il arrive. Et qu'en est-il des choses matérielles? Le bouddhisme ne dit pas que nous devons tout abandonner, mais que nous ne devons pas dépendre des choses pour être heureux. Tu peux apprécier une belle voiture, mais si tu la perds, tu restes toi-même. Les choses vont et viennent, mais ton essence demeure. Le détachement nous aide à nous rappeler que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la manière dont nous vivons. Une métaphore qui peut t'aider à comprendre le détachement est celle d'un bateau en mer. Si le bateau est ancré, il ne peut pas bouger. Mais s'il lève l'ancre, il peut naviguer librement. L'attachement est comme cette ancre. Il nous maintient attachés à un endroit, nous empêchant d'explorer de nouvelles possibilités. Le détachement nous permet de lever l'ancre et de naviguer vers de nouvelles expériences avec confiance et liberté. Enfin, souviens-toi que le détachement est un processus, pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. C'est un chemin que nous parcourons peu à peu. Chaque fois que tu abandonnes une attente, une peur ou un désir de contrôle, tu fais un pas vers la liberté intérieure. Et même si c'est parfois difficile, le résultat en vaut la peine. Une vie plus légère, plus authentique et surtout plus libre. Enseignement 5. L'ego comme construction mentale. L'ego est comme un masque que nous portons tous. Dès l'enfance, nous apprenons à construire une image de nous-mêmes basée sur ce que les autres attendent de nous. Cette image se remplit d'étiquettes. Je suis intelligent, je suis timide, je suis fort. Mais que se passe-t-il si je te dis que ces étiquettes ne sont pas toi, mais des histoires que nous nous racontons? L'ego n'est qu'une construction mentale, une narrative que nous créons pour nous sentir en sécurité dans le monde. Imagine que l'ego est comme un acteur dans une pièce de théâtre. Cet acteur joue un rôle, mais il n'est pas ce rôle. De la même manière, l'ego joue des rôles sociaux. Fils, ami, travailleur, étudiant. Nous nous identifions tellement à ces rôles que nous oublions qu'ils ne sont que des interprétations. Le problème survient quand nous nous accrochons trop à ces rôles et commençons à croire qu'ils sont notre véritable essence. Mais en réalité, nous ne sommes aucun d'eux. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens parfois coincé dans des situations qui ne te rendent pas heureux? Cela arrive parce que l'ego nous maintient prisonniers de ses propres narratives. Par exemple, si tu t'identifies trop au rôle de responsable, tu peux te sentir obligé de prendre en charge des tâches que tu ne veux pas faire, juste pour maintenir cette image. L'ego craint de perdre son identité, c'est pourquoi il s'accroche à ces histoires. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de répondre à toutes les attentes pour être heureux. La beauté de comprendre que l'ego est une construction mentale, c'est que cela nous permet de nous libérer de ces chaînes. Quand nous cessons de nous identifier aux étiquettes et aux rôles, nous commençons à voir que notre véritable essence va au-delà de ces narratives. Nous ne sommes ni nos succès, ni nos échecs, ni nos forces, ni nos faiblesses. Nous sommes quelque chose de bien plus profond et authentique, quelque chose qui ne peut être défini par des mots ou des concepts. Une façon pratique de travailler avec l'ego est de l'observer sans le juger. Quand tu te rends compte que tu agis sous l'influence de l'ego, demande-toi, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je pense que je dois le faire?
Cet exercice simple t'aidera à distinguer ce que tu es vraiment de ce que l'ego veut te faire croire que tu es. Avec le temps, tu réaliseras que beaucoup de tes actions et pensées sont influencées par cette construction mentale. L'ego est aussi à l'origine de nombreux conflits, internes comme externes. Par exemple, quand quelqu'un nous critique, l'ego se sent attaqué et réagit par la défensive ou la colère. Mais si nous comprenons que l'ego n'est qu'une illusion, nous pouvons recevoir les critiques avec plus de calme et en tirer des leçons sans les prendre personnellement. Ainsi, les conflits perdent de leur intensité et nous pouvons nous relier aux autres depuis un lieu plus authentique. Curieusement, l'ego n'est pas mauvais en soi. C'est un outil qui nous aide à naviguer dans le monde social. Le problème survient quand nous nous identifions trop à lui et oublions qu'il n'est qu'un outil. Imagine que l'ego est comme une carte. Elle est utile pour s'orienter, mais ce n'est pas le territoire réel. Si tu confonds la carte avec le territoire, tu te perdras. Il en va de même avec l'ego. Si tu confonds sa narrative avec ta véritable essence, tu vivras dans une illusion. Dans le bouddhisme, on dit que l'ego est comme un nuage dans le ciel. Les nuages apparaissent et disparaissent, mais le ciel reste toujours là, serein et dégagé. Notre véritable nature est comme ce ciel, pur et libre. L'ego, en revanche, est comme les nuages, temporaire et changeant. Quand nous comprenons cela, nous cessons de souffrir à cause des histoires que l'ego nous raconte et commençons à vivre depuis un lieu de paix et de clarté. Se libérer de l'ego ne signifie pas perdre sa personnalité ou cesser d'interagir avec le monde. Cela signifie vivre depuis un lieu plus authentique, sans s'accrocher aux étiquettes et aux rôles que nous nous imposons. C'est comme enlever un masque lourd que nous portions sans nous en rendre compte. En le faisant, nous découvrons que nous sommes bien plus libres et légers que nous ne le pensions. Enfin, souviens-toi que travailler avec l'ego est un processus continu. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, mais de l'observer, de le comprendre et de cesser de s'identifier à lui. Chaque fois que tu te rends compte que tu agis sous l'influence de l'ego, célèbre ce moment de conscience, car c'est dans ces instants que tu te rapproches un peu plus de ta véritable essence, libre de narratives et d'étiquettes. Et cela, cher ami, est un pas vers la véritable liberté. Enseignement 6. L'esprit agité comme un singe. As-tu déjà essayé de t'asseoir en silence et d'observer ton esprit? Si tu l'as fait, tu as probablement remarqué qu'il est comme un singe agité, sautant d'une pensée à une autre sans s'arrêter. Un moment, tu penses à ce que tu vas manger, l'instant d'après, à une conversation d'hier. Et soudain, tu te retrouves à imaginer ce que serait ta vie sur une autre planète. C'est la nature de l'esprit humain, inquiet, dispersé et toujours en mouvement. Dans le bouddhisme, cette comparaison entre l'esprit et un singe n'est pas anodine. On dit que le singe mental est incapable de rester immobile, cherchant toujours quelque chose de nouveau pour capter son attention. Ce va-et-vient constant de pensée peut nous épuiser, nous voler notre paix et nous donner l'impression de ne jamais avoir un moment de véritable repos. Mais sais-tu quoi? Tu n'es pas seul dans ce cas. Nous avons tous ce singe bondissant dans notre tête. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à être prisonnier de ton esprit agité. La méditation est un outil puissant pour calmer ce singe mental. Quand tu médites, il ne s'agit pas d'arrêter complètement les pensées, mais de les observer sans t'y accrocher. Imagine que les pensées sont comme des nuages passant dans le ciel. Tu les vois, mais tu n'essaies pas de les retenir. Avec le temps, cet exercice t'aide à trouver un espace de calme et de clarté au milieu du chaos mental. Une anecdote intéressante est que, dans la tradition bouddhiste, on dit que le singe mental n'est pas mauvais en soi. C'est simplement la nature de l'esprit d'être actif. Le problème survient quand nous nous identifions trop à ces pensées. Par exemple, si tu as une pensée négative, tu peux croire que tu es une personne négative. Mais la vérité, c'est que les pensées ne sont que des pensées. Elles ne définissent pas qui tu es. La méditation ne calme pas seulement l'esprit, elle nous aide aussi à voir plus clairement. Quand le singe mental se calme, nous pouvons observer nos émotions et pensées d'une perspective plus large. Cela nous permet de prendre des décisions plus conscientes et de ne pas réagir impulsivement. C'est comme si, au lieu d'être au milieu d'une tempête, tu montais sur une montagne et observais la tempête de loin. De là, tout semble plus calme et gérable. Savais-tu que même quelques minutes de méditation par jour peuvent faire une grande différence? Pas besoin d'heures assis en silence pour commencer à ressentir les bénéfices.
Avec seulement 5 ou 10 minutes par jour, tu peux entraîner ton esprit à être plus présent et moins dispersé. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Avec le temps, il te sera plus facile de rester calme, même dans des situations stressantes. Une autre technique utile est de te concentrer sur ta respiration. Quand tu te rends compte que le singe mental saute dans tous les sens, ramène ton attention à ton souffle. Ressens l'air qui entre et sort de ton corps. Cet acte simple t'aide à t'ancrer dans le présent et à t'éloigner du tourbillon de pensées. C'est comme donner un jouet au singe pour qu'il te laisse tranquille un moment. Il est important de se rappeler que la méditation n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas de savoir qui peut rester le plus longtemps sans penser ou qui adopte la posture parfaite. Il s'agit d'être bienveillant envers toi-même et d'accepter que l'esprit agité fait partie du processus. Certains jours, le singe sera plus calme. D'autres jours, il sera plus turbulent. L'important est de continuer à pratiquer sans te juger ni t'exiger trop. Avec le temps, tu remarqueras que les moments de sérénité deviennent plus fréquents. Le singe mental ne disparaît pas complètement, mais il devient moins dominant. Tu commences à réaliser qu'il y a un espace de quiétude derrière toutes les pensées, un lieu de paix qui a toujours été là, mais que tu ne pouvais pas voir parce que le singe faisait trop de bruit. Enfin, souviens-toi que calmer l'esprit est un voyage, pas une destination. Peu importe depuis combien de temps tu médites, il y aura toujours des jours où le singe mental semblera plus actif que jamais. Mais chaque fois que tu t'assieds pour méditer, tu fais un pas vers une vie plus consciente et sereine. Et cela, cher ami, est un cadeau que tu t'offres à toi-même chaque jour. Enseignement 7. Transcender les dualités. As-tu remarqué comment l'esprit a tendance à tout diviser en opposés? Bon et mauvais, juste et injuste, succès et échec? Nous vivons dans un monde de dualité, où tout semble être en noir et blanc. Mais que se passerait-il si je te disais que ces divisions ne sont que des constructions de l'esprit? Dans le bouddhisme, on enseigne qu'au-delà de ces différences apparentes, il y a une unité plus profonde, une connexion qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Pense au jour et à la nuit. À première vue, ils semblent opposés, mais en réalité, ils sont deux faces d'une même pièce. Il ne peut y avoir de jour sans nuit, ni de lumière sans obscurité. Il en va de même pour nos expériences. Nous ne pouvons apprécier la joie sans avoir connu la tristesse, ni la paix sans avoir expérimenté le chaos. Les dualités ne sont pas des ennemis, mais des complémentaires. Quand nous comprenons cela, nous commençons à voir le monde avec des yeux plus compatissants et moins critiques. Le problème survient quand nous nous accrochons à un côté de la dualité et rejetons l'autre. Par exemple, si nous voulons seulement ressentir de la joie et fuir la tristesse, nous créons un déséquilibre dans notre vie. Cela nous conduit à souffrir, car la vie est un flux constant d'expériences, pas seulement celles qui nous plaisent. Le bouddhisme nous invite à accepter les deux côtés, à embrasser la totalité de l'expérience humaine sans juger ni résister. Une façon pratique de transcender les dualités est de pratiquer l'équanimité. Cela signifie rester calme et équilibré sans se laisser emporter par les extrêmes. Par exemple, quand quelque chose de bien arrive, nous pouvons en profiter sans nous y attacher trop fort. Et quand quelque chose de mauvais se produit, nous pouvons l'accepter sans sombrer dans le désespoir. L'équanimité nous aide à trouver un point d'équilibre, un lieu de paix d'où nous pouvons observer la vie sans être emportés par ses hauts et ses bas. Curieusement, transcender les dualités ne signifie pas cesser de voir les différences. Nous pouvons reconnaître que certaines choses nous plaisent plus que d'autres, mais sans tomber dans le piège de les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Par exemple, au lieu de dire « c'est mauvais », nous pouvons dire « ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ». Ce petit changement de perspective nous aide à nous relier au monde de manière plus ouverte et moins conflictuelle. Dans nos relations, transcender les dualités peut être particulièrement libérateur. Souvent, nous voyons les autres comme des opposés. Il est différent de moi, elle ne pense pas comme moi. Mais quand nous comprenons que nous faisons tous partie de la même unité, nous commençons à voir au-delà des différences. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec tout le monde, mais que nous pouvons nous relier depuis un lieu de respect et de compréhension, plutôt que de jugement et de séparation. Une métaphore utilisée dans le bouddhisme est celle de l'océan et des vagues. Les vagues semblent séparées, mais en réalité, elles font partie du même océan. De la même manière, bien que nous semblions différents, nous sommes tous connectés à un niveau plus profond.
Quand nous nous en souvenons, il est plus facile de ressentir de la compassion pour les autres, car nous comprenons que, fondamentalement, nous naviguons tous dans les mêmes eaux. Transcender les dualités nous aide aussi à trouver une paix intérieure. Quand nous cessons de lutter contre ce qui ne nous plaît pas et acceptons la vie telle qu'elle est, nous découvrons une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix n'est pas quelque chose que l'on obtient, mais quelque chose que l'on découvre quand nous cessons de diviser le monde en opposés et commençons à voir l'unité derrière tout. Enfin, souviens-toi que transcender les dualités est un processus, pas une destination. Il y aura des jours où il sera plus facile de voir l'unité, et d'autres où tu te sentiras coincé dans les différences. Mais chaque fois que tu te rappelles que les dualités ne sont que des constructions de l'esprit, tu fais un pas vers une vie plus pleine et harmonieuse. Et cela, cher ami, est un cadeau que tu t'offres à toi-même et au monde. Enseignement 8. Observation et conscience des pensées négatives. As-tu déjà eu l'impression d'être prisonnier de pensées négatives qui semblent ne jamais s'arrêter? C'est comme si un nuage sombre s'installait dans ton esprit, bloquant la lumière et la clarté. Mais sais-tu quoi? Ces pensées ne sont que des nuages passagers. Elles ne définissent pas qui tu es, et elles n'ont pas à contrôler ta vie. Le bouddhisme nous enseigne qu'à travers l'observation consciente, nous pouvons empêcher ces pensées de s'emparer de notre esprit et de nous voler notre paix. La clé est de ne pas lutter contre les pensées négatives. Quand nous essayons de les rejeter ou de les ignorer, nous leur donnons souvent plus de force. C'est comme si nous disions « Hé, pensée désagréable, ne t'en va pas ». Au lieu de cela, la pratique de la pleine conscience nous invite à les observer sans les juger. Imagine que tu es assis sur un banc, regardant les gens passer. Les pensées sont comme ces personnes. Elles viennent, elles passent, elles s'en vont. Tu n'as pas besoin de les suivre ni d'interagir avec elles. Une anecdote intéressante est que les pensées négatives sont souvent plus bruyantes que les positives. Cela vient du fait que notre esprit est programmé pour détecter les menaces et les problèmes. Un héritage de nos ancêtres qui devaient rester vigilants pour survivre. Mais dans le monde moderne, cette tendance peut se retourner contre nous, nous remplissant d'anxiété et de préoccupations inutiles. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons entraîner notre esprit à ne pas se laisser emporter par ce bruit mental. La pleine conscience est un outil puissant pour travailler avec les pensées négatives. Elle consiste à prêter attention au moment présent sans juger ni s'accrocher à ce qui surgit. Par exemple, si une pensée comme « rien ne me réussit » apparaît, au lieu de la croire ou de la rejeter, observe-la simplement et laisse-la passer. Tu peux te dire « Oh, c'est une pensée négative. Ce n'est pas la réalité, juste une pensée. » Cet acte simple de conscience t'aide à prendre de la distance avec elle. Une autre technique utile est d'étiqueter les pensées. Quand tu te rends compte que tu as une pensée négative, tu peux l'étiqueter comme inquiétude, peur ou doute. Cela t'aide à la voir pour ce qu'elle est, un phénomène mental temporaire, pas une vérité absolue. De plus, étiqueter les pensées te permet de reconnaître des schémas. Par exemple, si tu remarques que beaucoup de tes préoccupations tournent autour de l'avenir, tu peux travailler à cultiver plus de présence et d'acceptation dans le moment présent. Il est important de se rappeler que les pensées négatives ne sont pas l'ennemi. Elles font partie de l'expérience humaine et sont, dans une certaine mesure, inévitables. Le problème n'est pas les pensées en elles-mêmes, mais la manière dont nous nous y rapportons. Quand nous les observons avec curiosité et compassion, plutôt qu'avec peur ou rejet, elles perdent leur pouvoir sur nous. C'est comme si nous leur retirions le micro et elles ne peuvent plus crier aussi fort. Une métaphore utilisée dans le bouddhisme est celle du ciel et des nuages. Le ciel représente notre véritable nature, sereine et dégagée, tandis que les nuages sont les pensées et émotions qui passent dans notre esprit. Même si des nuages sombres peuvent masquer le ciel un moment, ils ne le détruisent pas. De la même manière, les pensées négatives ne peuvent pas endommager notre essence profonde. Quand nous nous en souvenons, il est plus facile de rester calme au milieu de la tempête mentale. La pratique de la pleine conscience ne nous aide pas seulement à gérer les pensées négatives, elle nous permet aussi de cultiver un esprit plus clair et tranquille. Avec le temps, nous commençons à réaliser que les pensées ne sont que des pensées, pas des faits. Cela nous libère de leur influence et nous permet de prendre des décisions plus conscientes au lieu de réagir impulsivement. Enfin, souviens-toi que l'observation consciente est une compétence qui se développe avec la pratique.
Ne t'attends pas à ce que les pensées négatives disparaissent complètement, mais tu peux apprendre à t'y rapporter de manière plus saine. Chaque fois que tu observes une pensée négative sans te laisser emporter, tu renforces ton esprit et cultives une paix intérieure plus profonde. Et cela, cher ami, est un pas vers une vie plus pleine et équilibrée. Enseignement 9. L'importance de cultiver l'esprit. Imagine ton esprit comme un jardin. Dans ce jardin, tu peux cultiver de belles fleurs, des arbres fruitiers et des plantes saines. Mais si tu ne l'entretiens pas, des mauvaises herbes et des épines peuvent y pousser. L'esprit est ainsi. Ce que tu y sèmes détermine ce que tu récolteras. Si tu nourris des pensées de haine, de colère ou de peur, ton jardin mental se remplira d'épines. Mais si tu cultives des pensées d'amour, de compassion et de sagesse, ton jardin s'épanouira avec beauté et harmonie. La méditation est comme l'eau qui arrose ce jardin. Quand tu médites, tu irrigues les graines de calme et de clarté. Ce n'est pas un arrosage rapide et superficiel, mais un soin constant et profond. Avec le temps, les graines commencent à germer et ton esprit devient plus tranquille et concentré. La méditation ne calme pas seulement le singe mental, elle t'aide aussi à voir plus clairement quelles graines tu plantes dans ton jardin intérieur. La compassion, quant à elle, est comme l'engrais qui nourrit le sol de ton jardin mental. Quand tu pratiques la compassion, tu nourris les racines de la bienveillance et de l'empathie. Cela ne profite pas seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Curieusement, la compassion a un effet multiplicateur. Plus tu la pratiques, plus elle s'étend dans ta vie. C'est comme si chaque acte de compassion était une graine qui, en grandissant, produit encore plus de graines. Ainsi, ton jardin mental se remplit de fleurs qui attirent paix et bonheur. Mais qu'en est-il des mauvaises herbes? Les pensées négatives, les jugements et les préoccupations sont comme des mauvaises herbes qui poussent dans le jardin de l'esprit. Si tu ne les arraches pas à la racine, elles peuvent envahir tout l'espace. La méditation et la compassion nous aident à identifier ces mauvaises herbes et à les éliminer avec soin. Il ne s'agit pas de lutter contre elles, mais de les observer et de comprendre pourquoi elles sont là. Avec le temps, nous apprenons à prévenir leur croissance en cultivant un environnement mental plus sain. Une anecdote fascinante est que, dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est le précurseur de toute chose. Cela signifie que tout ce que nous expérimentons dans la vie trouve son origine dans l'esprit. Si ton esprit est rempli de chaos, il est probable que ta vie le soit aussi. Mais si tu cultives un esprit calme et compatissant, ta vie se remplira de paix et d'harmonie. C'est pourquoi prendre soin du jardin de l'esprit est l'une des pratiques les plus importantes que nous puissions entreprendre. La méditation n'est pas le seul outil pour cultiver l'esprit. Nous pouvons aussi planter des graines positives à travers nos actions et nos paroles. Par exemple, quand tu aides quelqu'un, tu sèmes une graine de bonté. Quand tu parles avec bienveillance, tu arroses les fleurs de la compassion. Chaque petit acte compte, car tout ce que nous faisons laisse une empreinte dans notre jardin mental. Il est important de se rappeler que cultiver l'esprit est un processus continu. Il ne s'agit pas d'obtenir un jardin parfait du jour au lendemain, mais de travailler jour après jour. Il y aura des moments où les mauvaises herbes pousseront plus vite que prévu, et d'autres où les fleurs ne germeront pas comme tu l'espérais. Mais l'important est de ne pas abandonner. Chaque fois que tu médites ou que tu pratiques la compassion, tu fais un pas vers un jardin plus beau et sain. Une métaphore utilisée dans le bouddhisme est celle de l'agriculteur sage. Un bon agriculteur sait qu'il ne peut pas forcer les plantes à pousser, mais il peut créer les conditions idéales pour qu'elles le fassent. De la même manière, nous ne pouvons pas contrôler toutes les pensées et émotions qui surgissent dans notre esprit, mais nous pouvons créer un environnement propice à la croissance du calme, de la sagesse et de la compassion. Enfin, souviens-toi que le jardin de l'esprit est le reflet de ta vie intérieure. Si tu en prends soin avec amour et dévouement, il s'épanouira avec beauté et abondance. Mais si tu le négliges, il se remplira de mauvaises herbes et d'épines. Le choix t'appartient. Chaque jour, tu as l'opportunité d'arroser les graines de paix, de nourrir les racines de la compassion et d'arracher les mauvaises herbes des pensées négatives. Et quand tu le fais, tu ne cultives pas seulement ton esprit, mais aussi ton bonheur et celui de ceux qui t'entourent. Enseignement 10. L'esprit peut être entraîné. L'esprit est comme un muscle. Si nous ne l'entraînons pas, il s'affaiblit et devient chaotique. Mais si nous l'exerçons avec des pratiques comme la méditation, la compassion et la sagesse,
il se renforce et devient un outil puissant. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit n'est pas quelque chose de figé. Il peut changer, grandir et se transformer. Avec dévouement et patience, nous pouvons en faire notre meilleur allié pour trouver la paix intérieure et l'équilibre. Savais-tu que, selon des études scientifiques, la méditation peut modifier la structure du cerveau? Les personnes qui méditent régulièrement ont plus de matière grise dans les zones liées à l'attention, la mémoire et la régulation émotionnelle. Cela ne signifie pas que la méditation est une formule magique, mais cela montre que l'esprit est malléable. Avec la pratique, nous pouvons apprendre à le calmer, à le concentrer et à l'utiliser de manière plus sage, comme un phare qui nous guide dans l'obscurité. L'une des façons les plus efficaces d'entraîner l'esprit est la méditation. Pas besoin d'être un expert, il suffit de s'asseoir quelques minutes par jour, de fermer les yeux et d'observer sa respiration. Quand des pensées surgissent, il ne faut pas lutter contre elles, mais les observer avec curiosité, comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Avec le temps, cette pratique nous aide à être plus conscients de nos schémas mentaux et à ne pas nous laisser emporter par eux. La compassion est un autre outil puissant pour entraîner l'esprit. Parfois, l'esprit se remplit de critiques, envers nous-mêmes ou envers les autres. La compassion nous apprend à nous traiter avec bienveillance, à reconnaître que nous faisons tous des erreurs et que nous méritons tous d'être heureux. Pratiquer la compassion nous aide non seulement à nous sentir mieux, mais aussi à nous connecter aux autres, créant un sentiment d'unité et d'empathie. Une anecdote fascinante est que, dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est comme un jardin. Si nous le soignons en plantant des graines d'amour, de sagesse et de patience, il s'épanouira avec beauté et harmonie. Mais si nous le négligeons, laissant pousser des mauvaises herbes de haine, d'ignorance et d'égoïsme, il deviendra un lieu désordonné et hostile. C'est pourquoi il est important d'être conscient de ce que nous plantons dans notre esprit chaque jour. Comment cultiver la sagesse dans la vie quotidienne? Une façon est de se demander, avant d'agir, si ce que nous sommes sur le point de faire nous apportera paix ou souffrance. Par exemple, si quelqu'un nous met en colère, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons respirer profondément et nous demander « Est-ce que ça vaut la peine de m'énerver? Qu'est-ce que j'y gagne ?» Cette pause nous aide à répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Une autre technique utile est de pratiquer la pleine conscience dans les petites choses. Par exemple, quand tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu marches, ressens le contact de tes pieds avec le sol. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment ce qu'il te dit. Ces actions simples nous aident à être plus présents et à cultiver un esprit plus clair et concentré. L'entraînement de l'esprit nous apprend aussi à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler. Parfois, nous nous obsédons avec des choses hors de notre portée, comme le passé ou l'avenir. Mais un esprit entraîné sait que la seule chose que nous pouvons contrôler est la manière dont nous répondons au présent. Cela ne signifie pas que nous nous désintéressons de ce qui se passe, mais que nous choisissons de ne pas souffrir pour ce que nous ne pouvons pas changer. Une métaphore qui peut aider à comprendre cela est celle d'un miroir. Un esprit entraîné est comme un miroir propre. Il reflète les choses telles qu'elles sont, sans distorsion ni jugement. En revanche, un esprit non entraîné est comme un miroir sale. Tout ce qu'il reflète est taché par nos peurs, désirs et préjugés. La pratique de la méditation, de la compassion et de la sagesse nous aide à nettoyer ce miroir pour voir la réalité avec clarté. Enfin, souviens-toi que entraîner l'esprit est un voyage, pas une destination. Certains jours, tu te sentiras plus centré et en paix. D'autres jours, ton esprit sera plus agité. C'est tout à fait normal. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à pratiquer, car chaque petit effort compte. Avec le temps, tu verras qu'un esprit entraîné ne t'apporte pas seulement la paix intérieure, mais t'aide aussi à vivre avec plus d'équilibre, d'amour et de sagesse à chaque instant de ta vie. L'esprit peut être ton pire ennemi, mais aussi ton meilleur allié. À travers cette vidéo, nous avons exploré comment les pensées, les émotions et les désirs peuvent nous conduire à la souffrance si nous ne les observons pas avec attention. Cependant, grâce à des pratiques comme la méditation, la compassion et la cultivation de la sagesse, nous pouvons transformer l'esprit en un outil puissant. Il ne s'agit pas de lutter contre lui, mais de le comprendre, de l'accepter et de le guider avec amour et patience.
Le premier pas pour maîtriser l'esprit est de réaliser que nous avons le pouvoir de le changer. Vivre dans le présent, pratiquer le détachement et entraîner l'esprit sont des clés pour trouver la paix intérieure. Ces enseignements bouddhistes ne sont pas seulement des théories, ce sont des outils pratiques que tu peux appliquer au quotidien. Chaque fois que tu observes tes pensées sans les juger, chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que la colère, tu fais un pas vers la liberté. L'esprit, comme un jardin, a besoin de soins constants, mais les fruits qu'il donne en valent la peine. Clarté, équilibre et une profonde sensation de bien-être. Souviens-toi que maîtriser l'esprit n'est pas un chemin facile, mais il est possible. Peu importe combien de fois tu te sens perdu ou submergé, tu peux toujours revenir au présent, respirer et recommencer. L'esprit est puissant, mais tu l'es encore plus. Avec dévouement et pratique, tu peux en faire ton allié plutôt que ton ennemi. Alors, chaque jour, choisis de l'entraîner, de le soigner et de l'aimer, car un esprit en paix est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même et au monde. Avant de terminer, je t'invite à donner un like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus.